Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 6 juin, je vous propose tout d'abord de revenir sur la visite du président chinois Xi Jinping en Chine et sur sa rencontre avec le dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un. On s'intéressera ensuite au sommet des États insulaires sur les océans qui s'est tenu la semaine dernière dans la capitale japonaise et à la participation de plusieurs pays insulaires du Pacifique, pour ensuite parler de Malaisie, puisque le pays a récemment suivi l'initiative australienne en interdisant à son tour les réseaux sociaux aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans. On se penchera ensuite sur un nouveau rapport de l'ONG Amnesty International qui montre que les centres d'escroquerie perdurent malgré la répression médiatisée du gouvernement. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Papouasie en évoquant la controverse autour du documentaire Pesta Baby. Le président chinois Xi Jinping est arrivé hier en Corée du Nord pour une visite de 2 jours aux côtés du dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-un. C'est la première fois en 7 ans que Xi Jinping se rend chez son voisin nord-coréen, bien que les deux dirigeants se soient rencontrés pour la dernière fois en septembre dernier, lors d'une parade militaire organisée à Pékin. Selon l'agence de presse Associated Press, ce voyage vise probablement à rétablir l'influence unique de la Chine sur la Corée du Nord en échange d'avantages économiques et politiques. Ce dans un contexte international particulier où Pyongyang s'est rapproché de son voisin russe au cours des dernières années et a effectué plusieurs tests de missiles au cours des dernières semaines. Peu de détails ont été révélés quant au contenu des discussions, mais l'agence de presse chinoise Xinhua a évoqué le renforcement de la coopération en matière de diplomatie, d'application de la loi et des affaires militaires, ainsi que la coopération pratique dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'agriculture, de la construction ou encore des sciences et des technologies. Cité par le média chinois, Xi Jinping a aussi évoqué la possibilité de rouvrir les frontières et de reprendre les vols commerciaux et les trains pour les passagers internationaux. Notons par ailleurs que les deux pays fêtent cette année le 65e anniversaire du traité bilatéral entre la Chine et la République populaire et démocratique de Corée, un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle signé en 1961 et qui prévoit notamment une coopération civile dans les domaines de l'économie, de la culture et des sciences et des technologies, mais aussi une assistance militaire automatique en cas d'attaque d'une des parties par une puissance étrangère. Xi Jinping a déclaré que de grands événements commémoratifs allaient être organisés pour célébrer l'anniversaire de ce traité. Le sommet des États insulaires sur les océans s'est tenu les 3 et 4 juin à Tokyo, au Japon. Plus de 300 participants de 30 pays du Pacifique, de l'océan Indien ou encore des Caraïbes étaient présents sur place pour cette rencontre sur le thème de l'action durable pour des îles résilientes. Plusieurs dirigeants et hauts représentants d'États insulaires du Pacifique se sont rendus au Japon pour l'événement, et notamment le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, le Premier ministre des Tuvalu, Feleti Teo, la présidente des îles Marshall, Hilda Heine, et le président des Palaos, Surangol Whipps Jr. Le sommet visait à encourager les États à développer un cadre de planification et de gestion durable des déchets afin de trouver un équilibre entre protection des océans et gestion durable de ces derniers. La présidente des îles Marshall a souligné les défis des États insulaires, à savoir le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution marine et la pression croissante sur les ressources marines, avant de déclarer que pour l'archipel, l'océan n'était pas simplement une ressource, mais aussi l'identité, la survie, l'histoire et le futur des Marshallais. Le Premier ministre des Tuvalu a quant à lui rappelé les problèmes auxquels font face son pays, qui fait partie des plus exposés aux conséquences des changements climatiques, avec l'érosion côtière, le blanchiment des coraux, le changement des schémas de migration des poissons et avec ça, les menaces liées à la sécurité alimentaire. Surangol Whipps Jr., qui coprésidait le sommet avec la Nippon Foundation, a appelé à une gouvernance climatique qui prenne en compte les plus vulnérables face aux conséquences des changements climatiques. Et enfin, plusieurs pays ont souligné le besoin d'un traité international pour combattre la pollution plastique dans les océans. La Malaisie a rejoint l'Australie en appliquant à partir de lundi dernier l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans.
Cette nouvelle réglementation oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à vérifier l'âge de leurs utilisateurs, interdisant au moins de 16 ans de créer un compte et renforçant la modération des contenus. Elle prévoit également des sanctions financières, les contrevenants s'exposant à des amendes pouvant atteindre les 10 millions de ringgit, soit environ 2,1 millions d'euros. Selon l'AFP, la nouvelle réglementation s'applique aux réseaux sociaux présents en Malaisie, qui comptent plus de 8 millions d'utilisateurs comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Mais la Commission malaisienne des communications et des multimédias a déclaré qu'elle accorderait à ces plateformes un délai de grâce pour mettre en œuvre les mesures en question, et notamment les mesures de vérification de l'âge, en comparant les informations délivrées par le gouvernement à celles des cartes d'identité ou des passeports fournis par les utilisateurs. Concernant la modération renforcée des contenus, les plateformes ont désormais l'obligation, je cite, de prendre des mesures systématiques et proactives pour réduire les risques liés aux contenus préjudiciables, tels que la mise en place de mécanismes de signalement et de réponse, des mesures de vérification des annonceurs et l'étiquetage des contenus modifiés. Il faut savoir que c'est l'Australie, en décembre dernier, qui est devenu le premier pays au monde à exiger des plateformes la suppression des comptes d'utilisateurs de moins de 16 ans, avec de lourdes amendes à la clé. En mars dernier, l'Indonésie a aussi interdit aux moins de 16 ans d'accéder à des plateformes susceptibles de les exposer à la pornographie, au cyberharcèlement, aux escroqueries en ligne et à la dépendance, en bannissant l'utilisation de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X ou encore Roblox à quelques 70 millions d'enfants. D'autres pays ont suivi l'initiative. Le Parlement turc a adopté en avril 2026 une loi interdisant les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Et la Norvège, la Grèce, la France, l'Espagne et le Danemark ont aussi annoncé des restrictions similaires. L'ONG Amnesty International a publié hier un rapport qui vient contredire le discours de l'État cambodgien qui affirme avoir mené une répression massive des centres d'escroquerie dans le pays. Le rapport indique que la répression très médiatisée qu'a menée le gouvernement cambodgien contre ces centres n'a pas permis de démanteler l'immense majorité de ces sites dans le pays, ni de protéger et de soutenir les milliers de personnes soumises à la traite des êtres humains, à la torture et à l'esclavage. Ce rapport montre que dans la majorité des cas, les autorités n'ont ni identifié les victimes de la traite, ni amené les responsables présumés à rendre des comptes. Amnesty International révèle que plusieurs centres changent régulièrement de place pour échapper à la répression et relate de multiples témoignages faisant état de viols commis à l'intérieur de ces sites. Le rapport met aussi en exergue une collusion entre des policiers et des gangs qui permet aux centres d'éviter les perquisitions. Mons Ferrer, codirectrice régionale d'Amnesty International, indique que plus de 70% des centres identifiés par l'ONG semblent être passés entre les mailles du filet, tandis que les interventions policières inefficaces menées dans les autres centres sont passées à côté de victimes et les ont laissées seules face à des atrocités. L'ONG accuse en outre les autorités cambodgiennes de traiter les personnes qui ont fui ou ont été libérées de ces centres comme des immigrés clandestins et non comme des victimes de la traite d'êtres humains. Cité par l'agence de presse Reuters, le gouvernement cambodgien a publié un communiqué réfutant le contenu du rapport de l'ONG. Le ministre cambodgien chargé de la lutte contre les escroqueries en ligne, Chai Sinarit, a qualifié le rapport, je cite, de sélectif, partiel et témoignant d'une compréhension insuffisante de la situation sur le terrain. Le ministre affirme que le Cambodge a révoqué les licences d'exploitation de 25 centres soupçonnés d'escroquerie, poursuivi près de 1500 suspects originaires de 19 pays et expulsé près de 19 000 étrangers, tandis qu'environ 290 000 autres ont quitté le pays volontairement. En Papouasie, une famille autochtone s'interroge sur le sort d'une mère de 64 ans, une certaine Jacinta Moiwend, disparue soudainement il y a 15 jours avant de réapparaître sur les réseaux sociaux dans la capitale indonésienne, à quelques 3700 km de la régence de Merauke, dont elle est originaire. Jacinta Moiwend est apparue dans le documentaire d'investigation Pesta Babi, qui signifie festin de cochon en indonésien, un documentaire réalisé par le journaliste Dandi Laksono et l'anthropologue Sipri Paju Dale, qui met en évidence la déforestation massive, l'accaparement des terres ancestrales des peuples autochtones et les conflits sociaux en Papouasie liés à de grands projets agro-industriels initiés par le gouvernement indonésien, ainsi que le rôle de l'armée dans ces projets. Il faut savoir que la Papouasie méridionale accueille un grand nombre de migrants intra-étatiques, dont beaucoup viennent de l'île très peuplée de Java, dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à convertir des zones marécageuses en rizières et augmenter la population de la région,
qui voit aussi le nombre de plantations de canne à sucre, de palmiers à l'huile et d'autres récoltes augmenter drastiquement au détriment des droits humains des peuples autochtones. Jacinta Moiwend, qui dans le documentaire s'oppose au projet en raison de leur impact sur les forêts et les terres ancestrales, a ensuite déclaré sur les réseaux sociaux, une fois à Jakarta, qu'elle n'avait pas consenti à figurer dans le documentaire et qu'elle s'était opposée à sa projection. Cité par le quotidien indonésien Kompas, un porte-parole de sa famille affirme que la famille vivant dans la pauvreté, Jacinta Moiwend n'avait pas pu se rendre toute seule à Jakarta et soupçonne cette dernière d'avoir tenu ses propos sous la pression, d'autant plus que sa famille a perdu le contact avec elle depuis son départ pour la capitale. La famille s'est dit inquiète pour elle et a réclamé son retour. Le porte-parole a ajouté que le film avait permis de faire passer les problèmes soulevés dans le film d'un niveau régional à national et même au niveau international. Notons que plusieurs projections du film ont été annulées à travers le pays et notamment dans des universités, les autorités locales indonésiennes invoquant le risque de troubles à l'ordre public. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.